Alors, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'émission. Nous sommes le mardi 2 avril 2024. Il est 19 heures. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et ce soir, je suis ravi de recevoir à nouveau un médecin, je peux dire aussi un ami avec le temps, parce que les émissions nous ont beaucoup rapprochés, et j'allais dire la lutte contre les injustices également. Ce médecin, c'est David Bouillon. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, merci pour ton invitation parce que c'est tellement rare de pouvoir s'exprimer parce que on en est arrivé là aujourd'hui, s'exprimer. Et donc avant de commencer, je voudrais du fond du cœur te remercier. J'ai le plus profond respect pour ton travail, pour la personne que tu représentes. Et nous sommes tous les deux avec deux générations différentes, mais nous avons vécu tous les deux des mauvais moments dans notre jeunesse. Et ces moments, toi et moi, on ne les a jamais oubliés. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc les personnes qui nous regardent doivent comprendre que nous avons passé des moments tellement de souffrance dans le passé qu'au lieu de se lamenter, au lieu de devenir un Calimero, nous avons pris l'initiative de combattre cette maltraitance, cette violence, cette discrimination, cette atteinte à la dignité, qu'on soit enfant, personne âgée ou personne malade, et que nous battrons toujours pour que la personne qui est en face de nous, la personne qui est derrière nous au téléphone, il faut l'aider, il faut la secourir, il faut faire tout ce qu'on peut pour que elle retrouve sa dignité parce qu'on l'a connue, parce qu'on l'a vécu. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est vraiment se mettre à la place de celui qui appelle de l'aide, de celui qui est en détresse et en souffrance. Voilà. Très bien. Écoute, en tout cas, merci à toi d'être là ce soir. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans cette émission, déjà, bienvenue à tous. Dans un premier temps, à titre personnel, je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus scientifique, donc je n'ai pas de compétences particulières dans ce monde médical, et c'est pourquoi j'ai invité David ce soir, le docteur Bouillon, sachant que David est belge, et ce soir, derrière moi, parmi les ouvrages présents, j'aimerais d'abord présenter Claire Sévrac, que tout le monde connaît, malheureusement, qui nous a quittés il y a fort longtemps. Ensuite, un de tes confrères, Benoît Ox, non-assistance légale à personne en danger, très bon ouvrage, excellent. Et un jour prochain, j'essaierai de recevoir Dr Ox. Laurent Moukeli, je ne l'ai jamais présenté celui-là, mais je l'avais depuis longtemps dans ma bibliothèque, la doxa du Covid, très intéressant également. Et puis, bien sûr, Elsa Ruyère, parole de soignants suspendus. Alors, à titre personnel, j'animerai cette émission en tant que animateur, mais aussi en tant qu'ancien personnel suspendu. Il y a 2 ans, moi-même, j'ai été suspendu à cause du pass vaccinal. Donc, c'est à ce titre-là aussi que je m'adresse à David, puisque son témoignage va nous apporter beaucoup. Ensuite, pour faire une parenthèse, parce que peut-être que beaucoup ne le savaient pas encore, hier, c'était le poisson d'avril, et j'ai fait un poisson d'avril que beaucoup peut-être n'ont pas compris. Je n'ai pas été contacté par le ministère de l'Éducation nationale pour travailler à la délégation nationale contre le harcèlement scolaire. Je ne pense pas que ça arrivera un jour que le ministère m'appelle. Et si c'était le cas, si c'est le ministère actuel, c'est hors de question que je travaille pour une politique qui a détruit le système scolaire et surtout qui a détruit le bien-être de nos enfants. Voilà, je fermerai la parenthèse. Néanmoins, ce qui n'est pas un poisson d'avril, c'est que le petit Émile, on a retrouvé les ossements apparemment, alors à savoir ce qui s'est réellement passé. Et de ce fait, voilà. Donc maintenant, on va se concentrer sur l'émission. Donc merci de nous rejoindre, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne à nouveau. Certains sont désabonnés, on a pas mal d'invisibilisation, comme tout le monde le sait, c'est devenu fréquent sur YouTube. Néanmoins, la règle d'or pour moi dans l'émission, ce n'est pas de s'auto-censurer, ni de faire attention à ce qu'on dit pour éviter de stigmatiser ou de heurter. Bien entendu, on reste courtois et bienveillant, cela va de soi, puisque sinon les commentaires insultants et diffamatoires seront bannis. C'est une règle d'or. Néanmoins, David, ce soir, m'a proposé de revenir dans mon émission et c'est avec plaisir que je l'accueille, puisque la dernière fois, il y a quelques mois, on avait évoqué son parcours, donc on ne va pas revenir sur son CV, mais il n'avait pas pu nous parler
pour des raisons techniques, puisqu'on avait eu des soucis techniques. Donc ce soir, on va essayer de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas ces soucis techniques. Eh bien, il va nous parler de la Fondation Lagardère, de la suspension qu'il a subie de l'Ordre des médecins, des différentes procédures pénales et enfin d'un CD et d'un livre autobiographique sur lequel il a travaillé. Donc, je vais te laisser la parole, cher David, pour que tu nous parles de cette Fondation Lagardère. Déjà, à titre personnel, est-ce que tu as des conflits d'intérêts et est-ce que tu es franc-maçon ou est-ce que tu appartiens à une loge particulière? Non, je ne suis pas franc-maçon et je n'ai pas de conflit d'intérêt avec personne. Je suis totalement indépendant, totalement libre de ce que je dis. Et je vais commencer d'abord par remercier toutes les personnes qui sont déjà à l'écoute, puisque j'ai vu Nelly. Nelly est une dame que j'apprécie, que j'adore, puisqu'elle s'est retrouvée un jour en recherche d'un logement. Donc je suis content en tout cas que les personnes suivent. Mais voilà, David, Nelly, je t'adore, tu le sais bien, comme toutes les autres personnes à qui un jour il y avait un problème de dignité. Alors cette fondation, il faut bien essayer de comprendre que je ne suis pas un médecin généraliste, j'étais pas avant la suspension un médecin généraliste avec des visites et des consultations d'un côté et une fondation ou une association de l'autre. Non, j'ai donc dévolu ma vie professionnelle à partir de 2016 uniquement à travers une association et uniquement en tant que bénévole. Ça c'est important parce qu'il n'y a pas une source d'argent en tant que médecin généraliste et il n'y a pas une source d'argent en tant qu'association. Je suis à 100% derrière les associations médicales et sociales et maintenant juridiques. Pourquoi? Ça, il faut quand même que je le rappelle 2 petites secondes. La vie a fait que dans ma jeunesse, dans mon enfance, j'étais confronté à un père autoritaire, violent sous l'effet de l'alcool. Et quand il y avait absence de débat, absence de discussion, ça se finissait à coups de ceinture, à coups de violence verbale et de la violence physique. Et la chance, je suis né un 13 décembre, donc la chance qui m'a atteint à ce moment-là, c'est que j'avais des grands-parents exceptionnels dans la bienveillance, dans l'amour de leur petit-fils. Et ils ont compris que quand il y avait cette violence, ils venaient me chercher, ils m'hébergeaient et ils évitaient ainsi que les coups soient beaucoup plus nombreux. Et voilà pourquoi que en mémoire et en souvenir de ce sauvetage par mes grands-parents, je me suis toujours promis que toute ma vie, je m'occuperai des personnes âgées en difficulté, en détresse, en souffrance, en privation de soins et de dignité. Et une des premières était ma grand-mère, puisque elle avait été, par mon père également, placée dans une maison de retraite contre sa volonté, le temps qu'il vende sa maison, qu'il utilise tous ses biens. Et un jour, elle me téléphone, elle me contacte, elle me dit « David, je t'en supplie, viens me rechercher, je suis en souffrance, je suis malheureuse. » Et après discussion avec elle de quelques minutes, j'ai été la chercher et elle est décédée donc à mes côtés à 92 ans, dans la dignité, dans l'amour et autour de son son petit-fils, pardon, et de mes proches. Voilà d'où vient cette envie, cette volonté, ce combat de David contre Goliath, d'aider, de soigner, de sauver ces personnes âgées en difficulté, en privation. Mais évidemment, en tant que médecin, en tant qu'être humain, en tant que, je vais dire, homme qui veut aider toute personne, nous avons aussi aidé des enfants, nous avons aussi aidé des personnes atteintes de cancer, nous avons aidé toutes les personnes qui étaient en privation de soins et de dignité. Donc voilà déjà l'origine de la fondation. Nicolas, si tu veux intervenir, tu me le dis, j'appuie sur le bouton comme on avait convenu ensemble. Mais donc voilà l'origine de la fondation. Donc cette fondation, donc l'association évidemment c'est depuis 2016 à travers des associations médico et sociales. Mais la fondation a été créée donc en mai 2022 pendant cette crise sanitaire. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire a montré vraiment sous toutes ses formes que nos aînés, nos anciens, nos seniors, nos personnes âgées
ont été les victimes, les premières victimes en 2020 de cette crise sanitaire, puisqu'il y avait cette phrase terrible de rester à la maison et prenez du paracétamol. Et mes confrères, et je le répète encore aujourd'hui, mes confrères généralistes n'allaient plus à domicile, ne prenaient plus les patients âgés en charge dès les premiers symptômes liés à cette infection venue de Chine. Et évidemment, confrontés à des pneumonies, confrontés à des thromboses, ces personnes sont décédées en nombre important dans les maisons de retraite, dans les EHPAD en France, et à domicile. Et donc, voilà pourquoi cette maltraitance, à mes yeux, a explosé, puisque nous avons continué avec les infirmières qui étaient autour de moi, et seul médecin généraliste, nous avons continué à prendre en charge les personnes âgées qui nous contactaient. Et donc, c'était quand même, à l'heure actuelle, nous avons le listing, c'est plus de 10 000 personnes âgées qui ont été prises en charge en Belgique, mais il y en a qui sont venus de France, du Grand-Duché, et donc de Flandre aussi. Donc ils sont venus de partout. Au secours, docteur, mon médecin traitant ne vient plus et j'ai 40 de température, je suis en manque d'oxygène. Donc cette fondation avait toute sa raison d'être, parce que j'ai vraiment émis le constat que nos aînés sont complètement abandonnés, et encore aujourd'hui, plus qu'avant, puisque, il faut le dire, nos généralistes ont maintenant la possibilité de consulter par téléphone. Ils ont la possibilité de payer, d'être payés donc plus de 20 € la consultation par téléphone, en attendant que la personne, au bout du téléphone, a besoin d'aide, a besoin de soins, a besoin d'une prise en charge. Et donc, cette fondation, maintenant, a été beaucoup plus loin, parce que ce qui est important à savoir, c'est que on doit aider aussi les personnes âgées au niveau juridique. Donc, quand on dit on prend en charge et qu'on ne le fait pas, voilà un ensemble d'informations que je vais vous transmettre maintenant. C'est qu'il y a les lois, il y a le juridique, il y a le pénal. Chaque patient, chaque personne âgée, chaque enfant, chaque parent doit être protégé par une loi du patient qui existe en Belgique et qui existe en France. Donc allez sur le net, allez sur les moteurs de recherche. Cette loi du patient est excessivement importante parce qu'elle parle de la continuité des soins, elle parle du consentement éclairé, donc c'est valable pour une prise en charge banale, mais c'est valable aussi pour un traitement expérimental, et vous savez de quoi je parle. C'est valable aussi pour obtenir une information de qualité, donc le patient doit être au courant de ce qu'est la médecine aujourd'hui. Si vous faites une vaccination ou une injection expérimentale, vous devez savoir que c'est dans le but d'améliorer votre système immunitaire, mais si vous avez déjà des anticorps, si vous avez un bon système immunitaire, vous devez être au courant de tout ce qui se passe autour de cette loi du patient. Alors évidemment, il y a en tant que médecin, nous avons un serment d'Hippocrate. On le répète toujours depuis plus de 4 ans. Allez aussi dire ce serment d'Hippocrate. On ne parle pas de soigner uniquement, on parle de la souffrance, on parle de la dignité, on parle de soigner une personne jeune ou une personne âgée, une personne qui est de religion différente, qui est de classe sociale différente, qu'on soit sans abri ou pas. Chaque personne a le droit aux mêmes soins. Une personne âgée a droit à des soins. Or, pendant ces crises sanitaires, on a refusé par des circulaires, par des textes aux personnes âgées de venir aux urgences, de venir encombrer, soi-disant, les hôpitaux. Oui. Je vais intervenir 30 secondes avant de te relaisser la parole. Oui, parce que j'ai intitulé cette émission pour la protection de la personne. J'ai dans le visuel, dans la vignette, il y a marqué personne âgée. Moi, j'ai vu de la personne en général, parce que cette période Covid a montré que, quel que soit son âge, quelle que soit la génération, son statut social, etc., on était tous susceptibles d'être mis au banc de la société. Les suspendus, ça a été le cas,
que ce soit moi, des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des étudiants, etc. Le pass sanitaire et vaccinal a concerné tout le monde. C'est pour cela que souvent, quand les gens me disent « moi, tant que je suis pas touché, ça me concerne pas, je m'en fous », ben, je dis « si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi ». Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sans faire de politique politicienne ou polémiquer, mais ce qui se passe, j'allais dire, dans la classe politique et sur le terrain, montre bien qu'à force d'avoir été indifférent et d'avoir attendu que les choses ne tombent sur la figure, eh bien que ça continue à se dégrader de plus en plus. Et le milieu de la santé, malheureusement, en est un des tristes reflets. Ensuite, concernant la personne âgée, et je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, David, parce qu'en réalité, on a utilisé du Rivotril sur les seniors, on a trié les patients. Alors on va nous dire, oui, mais de toute façon, ça se fait depuis longtemps de trier les patients. Oui, mais maintenant on le sait. Et maintenant, on sait ce qui se passe réellement, et on sait que de toute manière, il y a eu des assassinats qui ont été commis, et par des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. N'oublions pas ce que disait Claire Sévrac, parce que pour ceux qui ont perdu la mémoire, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce ne sont pas simplement des incompétents ou des inconscients, ce sont aussi des psychopathes, les gens qui nous gouvernent. Ce n'est pas seulement de la folie. La folie, il y a plusieurs définitions à en donner, mais il y a des gens qui ont suivi un protocole, un agenda, un plan, et ce n'est pas complotiste que de le dire, c'est être lucide et voir la vérité et la réalité en face. Le problème, c'est que les gens préfèrent avoir des œillères pour beaucoup parce que la vérité est trop difficile. Et comme disait Nietzsche, les gens détestent la vérité parce qu'ils ont peur que leurs illusions soient détruites. Et je pense que beaucoup ont été dans la désillusion durant cette période parce qu'ils se sont rendus compte que le système de santé, et même plus généralement, que ce soit en Belgique ou ailleurs, que l'État ne voulait pas le bien des gens. Sinon, on ne serait pas dans cette situation-là. Et donc, pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais, j'aimerais avoir une pensée aussi pour nos seniors, pour nos anciens, en EHPAD, dans des lieux où il leur a été interdit d'avoir un hommage, par exemple, quand ils étaient sur le point de mourir, quand Marie de Hennezel l'a évoqué dans ses ouvrages, par exemple, des gens, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et j'ai bossé dans la préhistoire pendant 7 ans, donc je peux en parler, même sous Cro-Magnon, ça n'arrivait pas, ça, d'avoir interdiction de rendre hommage et de faire des sépultures, d'assister à des enterrements, etc. Ou alors il fallait le faire de manière, j'allais dire, clandestine. Et moi-même, dans mon cercle proche, il m'est arrivé de me prendre la tête avec des gens parce qu'ils n'avaient pas respecté, etc. Donc, tout a été fait pour diviser les gens, pour nous rendre tous plus idiots les uns que les autres et pour nous rendre de plus en plus haineux les uns envers les autres. Et aujourd'hui, ça a très bien fonctionné. Et je fais une petite parenthèse rapide avant de laisser la parole à David. Pour avoir exprimé le fait que j'étais contre l'éducation à la sexualité à l'école, et je sais qu'en Belgique, il y a la loi Evras, je me suis pris une vague de cyberharcèlement sur Twitter tout à l'heure, et je peux le dire à tous les trolls qui regardent cette émission, je vous emmerde affectueusement, comme le dit Macron, parce que à l'école, c'est fait pour apprendre, c'est pas fait pour apprendre la fellation à l'âge de 5 ans, que ça plaise ou non. Voilà. Et pour le reste, il y aura des tables rondes sur la protection de l'enfance les 18 et 25 avril, ainsi que le 2 mai. Donc, pour ceux qui veulent argumenter et avoir un vrai débat sans insulte, eh bien, je vous donne rendez-vous à ces dates-là. En attendant, David, merci déjà pour ce que tu fais, à la Fondation Lagardère notamment, mais aussi en tant que médecin, parce que moi, je t'ai découvert durant le Covid avec, j'allais dire, pas ton petit bus, mais en tout cas ton petit local où tu accueillais les patients. Et c'est pas un check-up de 10 minutes où d'abord tu prends la carte vitale et ensuite vous avez quoi? Ouais, c'est peut-être ça, puis 5 minutes après, basta. Non, toi tu prends le temps, tu as 3 pages d'analyse. J'allais dire, les gens, à la fin du compte, ils en connaissent, j'allais dire, presque plus sur eux-mêmes que sur 10 années d'analyse réunies. Donc c'est vraiment un travail complet de médecine qui nous manque cruellement parce que déjà on manque de médecins. J'allais dire, comme dirait Chirac, on manque de tout, surtout de couilles par manque de donneurs. On grève de tout sauf des couilles par manque de donneurs. Ben là, on manque de médecins, surtout, qui ont une éthique comme toi. Donc, je voudrais que tu reprennes sur la Fondation Lagardère. Qu'est-ce que vous faites comme activité au quotidien pour venir en aide aux gens? Je vais répondre tout de suite, hein, donc n'oublie pas, je vais répondre. Mais avant d'intervenir, parce que ça c'est un rappel qui est quand même assez important, c'est qu'en étant généraliste sur le terrain même de cette crise sanitaire, où j'ai vu des personnes intubées, des personnes dans des ambulances, donc quand on voit
ces personnes dans l'ambulance, qui ne sont pas des personnes âgées, qui sont des personnes jeunes. Et donc, tu vois, j'étais dans les ambulances médicalisées pour conduire les patients donc d'un hôpital à l'autre. Et personne à mes côtés dans l'ambulance, ni des représentants de l'ordre, ni des représentants de la justice, ni des journalistes, ni des personnes qui n'arrêtent pas de me critiquer. Personne à côté était dans l'ambulance en train de voir ces personnes intubées parce qu'ils avaient des pneumonies et parce qu'elles avaient été diagnostiquées beaucoup trop tard. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un huissier de justice qui est venu constater cette prise en charge. Et le jour où il est venu, donc en début 2022, le jour où il est venu, ben justement, il y avait une personne âgée qui était avec 8 litres d'oxygène dans notre centre. C'est presque unique en Belgique d'avoir un centre en dehors d'un hôpital qui pouvait donner jusque des 15 litres d'oxygène par minute. Et donc, cet huissier de justice a été complètement étonné qu'une personne âgée était là avec une pneumonie, qui a été refusée aux urgences d'un hôpital, qui n'a pas été pris en charge du tout par son médecin généraliste et qui était entre la mort et notre centre Lagardère. Et si le docteur Bouillon a autant d'ennuis avec l'ordre, c'est parce qu'il y avait ce numéro de téléphone qui fonctionnait dans toute la Belgique et qui était sur les réseaux sociaux. Et ce sont les réseaux sociaux qui ont sauvé toutes les personnes qui ont été prises en charge de pneumonie. C'est très important parce que ça me coûte une suspension à l'ordre, parce que je suis suspendu à l'ordre pas pour avoir tué quelqu'un ou pour avoir laissé mourir quelqu'un. C'est pour avoir été sur les réseaux à essayer de faire l'impossible pour me dire, voilà, si vous êtes dans la détresse, on est là. Et donc c'est important que cette fondation, aujourd'hui, évidemment, étant suspendu, je ne suis plus dans la prescription, je ne suis plus dans la réalisation d'ordonnances ou d'examens ou de prise de sang, mais je sers toujours de consultance. Donc la consultance, le médecin qui est en moi est toujours là. Mon diplôme, il n'y a personne qui est venu me le chercher, il n'y a personne qui l'a déchiré, je suis toujours médecin. Oui, mon ami Nicolas. Donc, pour résumer, tu as été suspendu parce que sur les réseaux sociaux, tu as voulu venir en aide à des patients, à des gens qui se posaient des questions. Donc, pour avoir fait ton métier, mais sur Internet, j'allais dire, quand est-ce que cette suspension a commencé et quand est-ce que tu pourras être réintégré, si ça peut arriver? Alors, donc, Nicolas, donc, il y a 3 grandes raisons pour ma suspension qui a démarré, parce que j'avais été en appel, donc c'était 2 ans à Mons, hein, donc ils voulaient me suspendre 2 ans à Mons par le conseil provincial du Hainaut, et de 2 ans, ben, ça a été réduit à 9 mois, donc en appel. Pour quelles raisons? Ben, pour 3 raisons importantes, et cette importance, je pense que je voudrais que vous le sachiez. C'est que d'abord, dans le code de déontologie, le médecin a un devoir de discrétion. Mais quand la discrétion doit passer au second plan parce que des personnes sont à la recherche de dignité, de soins, ou sinon c'est la mort, ben, il faut que cette discrétion tombe. L'ordre n'a pas voulu que ça tombe. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'étais confronté à cette non-assistance, et donc pour mon serment, pour cette loi du patient, pour ces personnes qui étaient en danger, j'avais qu'une seule solution, puisque étant censuré par la presse, par la politique et par l'ordre des médecins, il n'y avait qu'une solution, c'est de diffuser au maximum cette information que si vous êtes en détresse, si vous êtes en danger, formez le 0800 12 505 ou mon numéro de portable. Et donc, j'ai été sur les réseaux sociaux. Bon, je suis un des rares médecins généralistes à avoir organisé, je ne dis pas participer, organisé et participé à des manifestations à Bruxelles, à Namur, à Lille, aussi en dehors de cette discrétion que l'ordre m'imposait, parce qu'il fallait transmettre l'information par rapport à cette crise sanitaire. Et j'en suis fier de l'avoir fait et je ne le regrette pas. Alors les 2 autres raisons, c'est que il y a eu un professeur d'université qui a porté plainte contre moi parce que j'utilisais des tests rapides sérologiques en 2020, alors que ces tests étaient extrêmement importants pour lutter contre la contamination des personnes qui avaient cette infection par rapport aux personnes âgées. C'est toujours la personne âgée qu'il fallait préserver, et ces tests rapides pouvaient m'aider parce qu'on avait la présence d'anticorps en moins de 10 minutes.
Et donc, quand on avait une présence d'anticorps en moins de 10 minutes chez une personne jeune, on pouvait prévenir en disant, attention, si vous avez des anticorps, il y a une personne âgée autour de vous qui peut être contaminée. Et donc voilà, c'était ça le message. Mais l'ordre a entendu ce professeur et il a été plaignant et en même temps expert. Et donc je me suis fait mitrailler par l'ordre uniquement pour cela. Et la troisième raison, c'est que l'ordre, et ça vous devez le savoir, c'est que l'ordre des médecins en Belgique, ainsi que la justice, sous-estime cette maltraitance de la personne âgée, cette privation de soins, cet abus de faiblesse. Et donc, quelqu'un qui se bat contre la maltraitance et contre cet abus de faiblesse devient un homme à abattre, un homme qui dérange. Et voilà les trois raisons qui m'ont coûté les 9 mois, c'est d'avoir été sur Internet, d'avoir défendu la cause de la maltraitance et d'avoir utilisé des tests rapides. Alors évidemment, l'ordre se croit souverain, c'est ce qu'un avocat de cassation m'a écrit noir sur blanc. L'ordre des médecins se croit tellement souverain qu'ils n'attendent même pas les décisions pénales, qu'ils n'attendent pas les décisions du tribunal, c'est « tu me déranges, je te suspends ». Point. Comme beaucoup de mes confrères et beaucoup des confrères français, c'est l'ordre qui décide et on ne sait pas y remédier. Voilà pourquoi je n'ai pas été en cassation, mais l'ordre est prévu dans l'avenir que je vais évidemment les affronter au niveau pénal. Soit. Ça, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, l'importance par rapport à cette fondation, par rapport à cette suspension, donc 9 mois, ben, ça veut dire 14 novembre, je reprends le 14 août, mais il y a un grand mais. Il y a un grand mais parce que je viens d'encore recevoir aujourd'hui encore un problème de maltraitance de la part de l'ordre. Donc je dois aller consulter encore un avocat. Et donc c'est une chaîne sans fin, c'est un harcèlement moral, c'est vraiment un acharnement, c'est une cabale. Et donc je suis épuisé par ça parce que les avocats coûtent très cher malheureusement. On en profite, David, pour lancer un appel à tous les avocats qui éventuellement verraient cette émission et qui souhaiteraient solliciter, apporter leur aide à David. J'ai reçu Maître Guyon récemment, que je salue, qui est à Montpellier, mais s'il y a des avocats du côté de la Belgique ou même à la frontière. Alors, si tu me permets, David, j'aimerais lire juste quelques courts passages d'un serment que beaucoup ont oublié durant le Covid, qui s'appelle le serment d'Hippocrate. Qui n'est pas un serment d'hypocrite en théorie, mais qui, un peu comme une constitution, un peu comme des projets de loi, un peu comme des textes du Conseil constitutionnel, je parle pour la France, ce genre de choses. Donc, au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. Je répète, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. Donc, il y a le consentement qui fait partie, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Donc, par exemple, un médecin qui refuse de soigner parce que le patient n'est pas vacciné, théoriquement, ça doit être radié à vie. Et à une époque, il y avait le tribunal de Nuremberg, on avait des choses à part pour ces gens-là. Parce que ces gens-là, souvent, étaient en conflit d'intérêts, avaient reçu pas mal d'argent à chaque picouse. Je ferai main basse sur tous les médecins que je ne citerai pas parce que je ne les connais pas et que je n'ai pas envie de les connaître, a priori, qui ont injecté pour parfois 7 à 9 000 euros la journée. Je ne sais pas si certains se rendent compte de ce que ça représente. Ah, c'est sûr que ça... Putain, on a envie d'y aller. Puis, c'est un nourrisson, 6 mois, allez, on y va, c'est pas grave. Et puis, c'est un enfant de 15 ans, c'est pas grave. Et puis après, 2 jours après, hop, il n'y a plus personne. Voilà, donc on en est à ce niveau-là. Ensuite, donc j'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Ensuite, je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. J'ai oublié la partie, j'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Donc, je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Ça devrait être écrit en rouge vif, parce que c'est ça qui a posé problème, entre autres.
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Hein, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas. Je pense que on peut savoir parler un minimum français pour dire je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Donc le Rivotril ou encore le Remdesivir, théoriquement, ça n'a pas lieu d'être. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. Donc autrement dit, les ultra-crépidarianistes qui sont néphrologues et qui vont parler du virus comme s'ils étaient plus microbiologistes que les microbiologistes, théoriquement, ils n'ont même pas le droit de citer ces gens-là. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leur famille dans l'adversité, que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Donc moi, je dirais ni oubli, ni pardon. Et le déshonneur, je crois que c'était Churchill qui disait, non, c'est Benjamin Franklin qui disait, vous avez voulu, pour plus de sécurité, pour plus de liberté, vous avez voulu plus de sécurité, au final, vous n'aurez ni l'un ni l'autre et vous n'aurez que la guerre en quelque sorte. Là, c'est un peu pareil. Le déshonneur et le mépris, voilà ce que ces gens-là méritent lorsqu'ils ont consciemment agi à contrario finalement de l'intérêt du patient, tout simplement parce qu'ils ont dit c'est la loi. La rafle du Veldiv aussi, il y avait des lois. On sait ce que ça a donné. Voilà, je te redonne la parole, David. Nicolas, je suis étonné. Tu es un des rares journalistes depuis 2020 qui vient de lire le serment d'Hippocrate. Tu as tout mon respect. Parce que tu vois, quand on réalise des émissions, on a toujours l'impression qu'on dit des choses et que c'est de la propagande. Non, le serment d'Hippocrate existe et tu viens de lire un serment d'Hippocrate qui est européen. C'est le même serment d'Hippocrate qu'on lit en Belgique, en France ou ailleurs. Et donc, quand on additionne ce serment d'Hippocrate et cette loi du patient et l'article 442 du code pénal belge qui dit qu'il faut ne pas réaliser d'abus de faiblesse par rapport aux personnes vulnérables et âgées. Quand tu as l'article 458 du code pénal belge qui dit que quand un médecin ou quand un pharmacien ou un soignant constate une maltraitance ou un abus de faiblesse, il doit le dénoncer au procureur du roi. Mais qui a fait ça? Combien de plaintes y a-t-il eu? Regarde ici. Ça, c'est le récépissé. Donc, comme tu quoi. Peux l'approcher. Voilà. Donc, si tu veux, voilà. Tu vois, c'est le mais c'est parce que je peux nous donner le nom. En réalité, c'est comme quoi le procureur du roi de Mons a bien reçu ma dénonciation concernant un monsieur âgé qui avait plus de 60 ans, qui en juin 2020 avait des douleurs abdominales. Il va consulter son médecin traitant à plusieurs reprises qui ne l'examine pas à cause de ce fameux Covid. On va le dire parce que c'est quand même important. C'était en cette période-là, juin 2020. Je ne vous examine pas, c'est trop dangereux. Et donc, cette douleur abdominale a été diagnostiquée à distance. Le diagnostic était une névralgie intercostale, une douleur dans la poitrine pour des douleurs dans le ventre. Ce monsieur a pleuré pendant 6 mois pour avoir une prise de sang et une échographie abdominale. Après 8 mois, le médecin traitant a fini par céder. Il a fait cette échographie. C'était un cancer du pancréas. Après 8 mois, ce cancer du pancréas s'est dégénéré en métastase. Et ce monsieur est décédé donc en 2021 ou 2022 des suites horribles de ce cancer non diagnostiqué en 2020. Le procureur est en charge de ce dossier avec tous les éléments que j'ai apportés, en n'étant pas le médecin traitant, en étant un médecin qui a été consulté
par le patient en 2021 qui m'a raconté son histoire et malheureusement maintenant sa femme et son fils de 20 ans sont complètement effondrés de ce décès lié à cette privation de soins pendant longtemps. Mais ce n'est qu'un exemple. Donc ça veut dire qu'il y a eu des milliers et des milliers de personnes sous la raison Covid n'ont pas été examinées, n'ont pas été soignées, qu'on soit jeune ou âgé. Ce n'est pas que les personnes âgées, c'est toutes les personnes. Et donc, voilà pourquoi la justice doit être faite. Oui, je vais te redonner. Vu que tu m'as flatté, alors je vais profiter de ce quart d'heure de prétention de ma part, puisque oui, j'ai lu le serment d'Hippocrate, mais j'allais dire pour moi c'est naturel, je l'ai sous les yeux parce qu'il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Et dans le même lien, donc je l'ai mis en commentaire pour les auditeurs, mais dans ce serment d'Hippocrate, dans le Conseil national de l'ordre des médecins, donc c'est sur le site officiel, il y a aussi la déclaration de Genève qui est encore moins connue. Donc je vais la lire si tu me le permets, c'est pas très long. C'est également intitulé Serment du médecin qui figure en annexe du code de déontologie médicale adopté par l'Assemblée générale de l'Association médicale mondiale en 1948. Elle a fait l'objet de plusieurs révisions, dont la dernière date d'octobre 2017. Donc, en qualité de membre de la profession médicale, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je respecterai encore une fois l'autonomie et la dignité de mon patient. Je veillerai au respect absolu de la vie humaine. Respect absolu de la vie humaine. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyance, d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient. Je respecterai les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient. J'exercerai ma profession avec conscience, dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales. Je perpétuerai l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. Je témoignerai à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. Je partagerai mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé. Je veillerai à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables. Forcément, quand on veut soigner des gens, il faut déjà se soigner soi-même, prendre soin de soi. C'est pour être bien dans sa tête, être bien dans son corps. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je fais ces promesses sur mon honneur solennellement, librement. Et ensuite, dans ce site, il y a aussi d'autres textes fondateurs de l'éthique médicale. Donc en 2011, le Conseil européen des ordres des médecins a adopté la charte d'éthique médicale européenne qui met à jour les principes d'éthique médicale européenne en distinguant ce qui relève de l'éthique de ce qui constitue la déontologie. Alors, si tu me le permets, cher David, on va faire un peu d'étymologie parce que c'est important de savoir de quoi on parle. L'éthique, c'est la science de la morale. Voilà, ce sont les conceptions morales de quelqu'un ou d'un milieu. Et la déontologie, c'est l'ensemble des règles et des devoirs régissant une profession. C'est un code de déontologie des médecins. Alors, certains parlaient des journalistes tout à l'heure. Quand je referai une émission avec des médias, des journalistes, etc., et si j'ai l'occasion d'en parler, je lirai en direct la charte de Munich de 1971 et de 1972. Pour la petite anecdote, petit scoop, le prochain article que j'ai écrit pour la revue Le Banquet de mon ami Rémi Juste Milieu, que je salue, porte sur le journalisme indépendant. Donc, je remets justement les éléments de la charte de Munich. Donc, ça paraîtra à la fin de ce mois d'avril. Et donc, voilà, ce sera un article spécial sur le journalisme et le journalisme indépendant. Donc là, vraiment, pour revenir sur cela. Voilà, je te relaisse la parole. Nicolas, c'est fou parce qu'on est vraiment connectés tous les deux. Au début de l'émission, je parlais de ce que tu as vécu. Et tu viens de parler maintenant du code de déontologie journalistique. Et donc, ce journaliste, donc après une marche, donc ici c'est le journaliste, ici, où il y a mon doigt c'est le journaliste, et à côté ce sont deux politiciens, dont une politicienne de Mons. Ces trois personnes sont donc sur la chaîne LN24, qui est un média mainstream en Belgique. Et après la marche, le docteur Bouillon fait une marche, c'est un anti-vax, il est radié de l'ordre des médecins, alors que nous sommes en 2021. Et c'est rare, hein?
j'ai ici, et donc il est en ligne, hein, il est sur le net. Vous mettez code de déontologie journalistique Dr Bouillon, vous allez voir le jugement ici. Et ce jugement du code de déontologie journalistique belge donne tort à ce journaliste. Il lui donne tort à 100%, parce que je n'ai pas eu de droit de réponse, parce que je n'ai pas eu la moindre chance de me défendre face à des accusations de ces personnes qui voulaient faire cette propagande de cette vaccination, alors que ma manifestation de 2021, c'était contre l'obligation vaccinale. Je ne suis pas un anti-vax. J'étais contre cette obligation vaccinale. J'ai eu tellement peur pour moi et ma fille et mon épouse que j'ai même été devant un huissier de justice pour qu'il m'accompagne dans un laboratoire pour faire mes anticorps. Et le huissier d'ici il m'a dit, docteur, comment ça se fait que vous avez autant d'anticorps après Covid et pourquoi est-ce qu'on veut vous injecter? J'ai dit, c'est pour ça que vous êtes là. Donc j'étais prêt à réagir, mais il faut savoir, Nicolas, et par rapport à tous les soignants de France qui ont été suspendus à cause de cette injection, c'est qu'en Belgique, il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale chez les soignants, ni chez personne. Il n'y a pas la moindre obligation vaccinale Covid en Belgique, alors que quand moi je fais 20 km et que je traverse la frontière française, mon ami Loridan ou mon ami, tous mes amis français, hein, donc le jeune là qui était, je ne me souviens plus de son nom, qui a été suspendu dans le nord de la France, eux étaient suspendus pour avoir voulu refuser cette injection. On est dans un monde de fous. Et donc, voilà pourquoi cette code de déontologie, on va seulement aller en justice, mais c'est quand même incroyable qu'avec l'expertise que j'avais, des milliers de personnes qui ont été prises en charge, j'ai eu une censure, mais alors incroyable, de la part de la presse. Mais non seulement on est censuré, mais en plus on est calomnié, on est diffamé, on est traité d'extrémiste, on est traité de charlatan, on est traité d'escroc, on est traité d'antivax, mais de manière complètement impunie et injuste. Petite précision, encore une fois, parce qu'on va faire pas mal de pédagogie ce soir, surtout pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis 2020 et qui n'auraient pas perçu le sens des mots ou de la novlangue des temps modernes, parce que les mots ont changé de sens, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'à la racine, on n'a pas seulement détruit un système, j'allais dire, à la fois national et mondial, c'est que également, on a détruit la langue qui va avec. Et de ce fait, quand on parle de quelqu'un d'antivax, pour certains, en antivax, c'est celui qui a refusé l'injection Covid. Un antivax, c'est quelqu'un qui refuse toutes les injections depuis les origines. C'est-à-dire qu'avant 2020, on ne parlait pas d'antivax. Pendant la grippe H1N1, on n'a pas dit « t'es un antivax ». Il y a des gens qui ont oublié que 2009, il y avait la grippe H1N1 qui a été un fiasco total parce que la propagande n'a pas fonctionné dès le départ. Et de ce fait, on comprend bien qu'en 15 ans, j'allais dire, même en 10 ans, si on s'arrête à 2020, le système a pris, et c'est là qu'on voit qu'il ne faut rien leur pardonner parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, parce qu'il y avait des brevets, il y avait tout ça. J'ai déjà fait des émissions là-dessus, des brevets de Rothschild de 2015, hein, ça, c'est pas du complotiste. C'est mon ami Jean-Michel Jacquemin Raffestin qui l'a évoqué dans son bouquin. Justement, j'ai fait une émission avec lui il n'y a pas longtemps. Donc, c'est factuel, c'est sourcé. Tout est là, voilà. Les émissions, si elles durent 2-3 heures, c'est pas pour faire de la frime ou de la figuration, c'est vraiment parce que on va au fond des choses. Et justement, cher David, n'as-tu pas le sentiment que depuis 2009, eh bien, j'allais dire, nous vivons dans une réelle idiocratie, pas seulement au niveau national, mais même au niveau mondial, comme si le monde avait basculé dans le fameux film Idiocratie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder la bande-annonce sur YouTube. Il date de 2006, hein, ce film. Hein. Donc il a presque 20 ans. C'est un mec qui travaille dans l'armée, en tout cas qui est secrétaire dans un milieu militaire. Et en parallèle, il y a une prostituée. Et ils doivent faire une expérience de cobaye où ils doivent être, je crois, cryogénisés, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une machine qui va aller au 26e siècle. Donc, ils partent des années 2000 et ils se retrouvent 5 siècles plus tard. Alors, rien que déjà, ça fait flipper, ça. Et ils se retrouvent en l'an 2505 ou 2506. Et en fait, le niveau de QI a tellement baissé
qu'aujourd'hui, parler comme on parle, eh bien, on est traité de tapette, de tafiole, etc., ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est pour dire que l'intelligence s'est totalement effondrée. Et n'as-tu pas le sentiment que à la fois on est dans une forme de dystopie à la Orwell et dans une forme d'idiocratie savamment orchestrée par le système mondialiste? Nicolas, je vais te répondre, mais alors de manière plus directe que ça, on ne saurait pas, parce que je te donne raison, bien entendu, mais je pense que je vais aller plus loin. Ça veut dire que moi, je suis convaincu, par tout ce que j'ai vécu, que nous sommes dans une société où prône les dénis. Donc le déni de la vérité, le déni de la justice, le déni de la médecine. Je suis généraliste et je ne comprends pas, Nicolas, comment une personne à domicile qui présente des symptômes d'une infection n'a pas une prise de sang. Tout de suite, vous allez aux urgences ou vous faites une prise de sang. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une prise de sang avec l'indice d'infection, avec l'indice des dédimères? On aurait fait cette prise de sang chez toutes les personnes âgées en 2020, mais jamais, et je le répète encore une fois, jamais on aurait injecté qui que ce soit. Qui que ce soit. On a promu cette injection expérimentale parce qu'on a décidé, donc ce n'est pas de l'idiocratie, parce qu'on a décidé de ne pas soigner. Donc un déni de la médecine. Un généraliste, et j'ai fait beaucoup de conférences là-dessus, oui, bon, oui, mais tu vois, j'ai fait beaucoup de conférences en 2020, 2021, 2022, c'est qu'un généraliste, quand son patient téléphone parce qu'il a une infection, parce qu'il a une complication, parce qu'il est malade, il y a la clinique, il y a la prise des paramètres, il y a la tension artérielle, le rythme cardiaque, l'oxygène, il y a l'auscultation, il y a le stéthoscope, il y a tous les instruments possibles, imaginables, on peut faire un électro, et puis après, on peut ajouter la prise de sang super complète que tu disais en début d'émission, où on peut tomber sur des cancers, on peut tomber sur des infections, on peut tomber sur une carence en vitamine D, on peut tomber sur tellement de choses qui va, au médecin généraliste, fournir un ensemble d'éléments pour pouvoir donner un diagnostic le plus correct et le plus précis possible. Et étant donné qu'on était devant une infection, devant une espèce de pandémie, épidémie, ben, le système immunitaire était la chose la plus facile à améliorer pour un généraliste. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, moi oui, mais les personnes âgées qui ont été en contact avec notre fondation et notre association, ils ont tous maintenant de la vitamine D, ils ont tous de la vitamine C, ils ont tous du zinc, ils ont tous le téléphone, si jamais il y a un problème de température, ils ont le téléphone. Donc ça veut dire qu'on agit vite, on agit de manière précoce, on agit de manière complète, de manière complètement en présentiel, sans donner un diagnostic par téléphone, parce que je me demande comment est-ce qu'ils font de savoir le taux d'oxygène à travers le téléphone. Et donc, dans ma carrière de médecin généraliste, nous avons mis en route plus de 100-150 patients sous oxygène à domicile. C'est du jamais vu. Mais donc, je voulais m'exprimer devant les politiciens, ministres de la Santé, je voulais m'exprimer devant l'ordre, je voulais m'exprimer. J'ai eu alors un téléphone coupé, un téléphone sans fil, j'ai eu une censure, j'ai eu une cabale, j'ai tout eu, sauf le fait d'être écouté. Et donc, voilà pourquoi cette fondation, maintenant, elle va prendre de l'ampleur au niveau plus juridique que médical, parce que un généraliste, donc quand un patient appelle au secours, il doit aller à son chevet, il doit le prendre en charge et ne pas dire à la personne âgée, je viendrai dans 5 jours, dans 10 jours, dans 15 jours. Mon ami Edmond, qui est décédé il y a 10 jours, qui est la raison de ce combat d'aujourd'hui, ce monsieur de 89 ans, qui appelle son médecin traitant à 7 heures du matin un lundi parce qu'il tousse, parce qu'il a un oxygène, il a un taux d'oxygène à 80%. Son médecin ne fait pas de prise de sang, ne fait pas de demande de radio, ne l'hospitalise pas, hein, et il a attendu mardi après-midi pour l'envoyer à l'hôpital avec un diagnostic de bronchite, sans avoir fait le moindre examen. Il arrive à l'hôpital, une pneumonie carabinée, où il aurait fallu un autre antibiotique, il aurait fallu un traitement plus approprié. Mais alors,
le drame à cette famille qui me connaît bien et qui connaît un petit peu maintenant les rouages de l'hôpital, puisque j'avais été le chercher il y a 2 ans avec une ambulance pour le même problème de pneumonie, eh bien, au lieu que ce monsieur de 80 ans, 89 ans, 99, c'est 89, non, 89 ans, au lieu que ce monsieur de 89 ans arrive aux soins intensifs, en réanimation, pour avoir un traitement le plus complet possible, mais non, il a été transféré en gériatrie, où il est décédé quelques heures après. Ben forcément, en gériatrie. Comment voulez-vous sauver une personne avec une pneumonie, avec une insuffisance rénale, qui est arrivée trop tard à l'hôpital? Ce monsieur est décédé d'une pneumonie à domicile, non diagnostiquée, non prise en charge, non soignée. Et donc voilà, je souhaite vraiment le courage à la famille qui est complètement à terre de cet événement. Mais donc voilà, le combat d'aujourd'hui que vous devez savoir derrière l'écran, c'est que ça peut vous arriver à n'importe quel moment si vous avez plus de 60 ans. Et ça peut arriver aux membres de votre famille. Cette crise sanitaire n'est pas terminée au niveau de la prise en charge d'une personne âgée en privation de soins. J'en profite d'ailleurs pour déjà saluer tous ceux qui nous ont rejoints, puisque l'émission est retransmise sur mon compte Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Donc vous êtes près de 183 à nous suivre au total en direct. Merci à tous. N'hésitez pas encore une fois à partager. C'est important parce que beaucoup ont oublié que la crise sanitaire, pour ne pas être trop cru pour les algorithmes, si je puis dire, eh bien, a laissé beaucoup de gens encore aujourd'hui sur le carreau, et c'est pourquoi jeudi de la semaine prochaine, donc le 11 avril, une table ronde spéciale pour les personnes qui sont toujours suspendues depuis le 15 septembre 2021, je parle en France. Je les recevrai, puisque j'ai eu le privilège, si je puis dire, d'en croiser une de ces personnes, et c'est comme ça que j'ai décidé de l'inviter notamment. Il s'appelle Jérôme, je ne sais pas s'il regarde cette émission ce soir, mais en tout cas, je le salue puisque je le recevrai le 11 avril avec une ou deux autres personnes. On va parler justement de cette situation puisque ça va faire 3 ans au mois de septembre qu'il a été suspendu parce que tout le monde a pensé que ça y est, les soignants avaient été réintégrés, alors tout le monde a été réintégré. Non, il y a encore des gens qui sont laissés sur le carreau, qui ont encore des recours à l'ordre. J'ai une pensée pour mon ami Denis Agré notamment. En fait, on a tué volontairement le système social, le système de santé, j'allais dire français parce que je suis en France, mais c'est mondial. Alors on nous dit oui, c'est mondial, donc j'allais dire finalement ça concerne tout le monde, donc voilà, c'est pas des cas particuliers, non, mais c'est pas pour autant qu'il faut attendre que ça se passe et de rien faire, parce que quand on est suspendu, moi ça a été mon cas, c'est zéro. Mais c'est zéro la tête à Toto, c'est-à-dire que RSA, etc., théoriquement, il n'y a rien, à moins de bien creuser dans les textes, mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir, entre guillemets, passer à travers les gouttes. J'ai choisi exprès de refuser le pass vaccinal parce que je voulais savoir jusqu'à quel point le système était pourri de l'intérieur. Je n'ai pas été déçu et je le vois qu'aujourd'hui, c'est dans tous les sujets que ça se passe comme ça. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui va bien dans le pays où vous habitez. Si vous arrivez à trouver au moins une chose, vous m'envoyez un message et vous me le dites. Je suis impatient de savoir, que ce soit en Belgique ou en France d'ailleurs. Mais en tout cas, cher David, au-delà de cette fondation, de cette suspension de l'ordre, donc pour qu'on soit bien clair là-dessus, parce que pour nos auditeurs, certains ne sont pas forcément au clair sur le sujet. Donc aujourd'hui, tu es toujours suspendu. Qu'est-ce que tu as le droit de faire en réalité en tant que médecin? Parce que si tu es suspendu, théoriquement, tu n'as plus le droit d'exercer. Comment tu t'organises? Alors évidemment, c'est une très bonne question parce que c'est ça qui alimente la méchanceté sur les réseaux d'une poignée de clowns, moi j'appelle ça des clowns criminels, hein, parce que, je l'ai dit dans l'émission, mon diplôme, je l'ai toujours, et donc la consultance, je la réalise, c'est-à-dire que le patient peut me téléphoner, je peux prendre ses paramètres, je peux l'examiner, mais je ne m'implique pas donc dans une prise de sang, parce que là, il y a un remboursement derrière. Je ne m'implique pas dans tout ce qui est prescription, donc parce que là aussi, il y a des remboursements. Donc tout ce qui est la finalité du médecin généraliste ou du médecin tout court, ça, évidemment, je ne le fais pas.
Mais grâce à cette consultance, ben, je peux toujours aider une personne qui aurait donc des privations de soins sans problème. Je vais poser ma question autrement, David, sans vouloir faire de l'ingérence, mais on va être totalement transparent, tu me connais. Comment tu gagnes ta vie? C'est avec ces consultations? Est-ce que tu gagnes encore ne serait-ce que quelques euros par mois? Parce que c'est ça, les gens Parce que, en fait, il faut bien comprendre que beaucoup de Français, comme ils sont très mal informés, ou certains, et c'est malheureux parce que je peux les comprendre d'un côté, mais en même temps, je me dis, si on n'est pas informé, bah après, ça nous tombe sur la tronche et puis on n'a plus qu'à ouvrir sa bouche pour dire amen. C'est que beaucoup de gens ne veulent plus s'informer tellement ils sont excédés et harcelés par les mauvaises nouvelles, ce que je peux comprendre. Néanmoins, quand on est suspendu, comme c'est ton cas encore aujourd'hui, comment on vit au quotidien? Est-ce que tu as des économies? Enfin, je ne veux pas faire un audit de tes comptes publics, mais comment on survit plutôt? Avec quoi? Tes consultations, est-ce qu'elles sont payantes? Est-ce que, par exemple, je vois qu'avec la Fondation Lagardère, on peut faire des dons. Comment te soutenir financièrement au moins pour que tu puisses continuer à faire ton métier, puisque en fait, on t'a amputé, j'allais dire, de ta raison de vivre, parce que ce que tu fais, c'est par vocation. Tu t'es pas levé un matin en disant, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais faire médecin, puis je vais être suspendu. Donc, comment on peut faire pour t'aider au mieux, pour, j'allais dire, pour que ton côté humain le reste jusqu'au bout? Nicolas, tu viens de mettre le doigt sur une de mes souffrances en réalité. Donc ça veut dire que je dois vous expliquer, ne fût-ce que quelques minutes. Donc ma vie est une vie de maltraitance, je l'ai dit. Mon frère s'est suicidé le 4 octobre 2017. Il était pharmacien, il vivait donc un divorce haineux, un divorce destructeur. Il était renié par ses enfants. Et donc, devant des procédures judiciaires où il allait encore être sali, ben, il s'est suicidé parce il en avait marre. Il avait contacté son psychiatre qui ne lui a pas répondu. Voilà pourquoi le téléphone, à mes yeux, est tellement important. Et en 2017, donc devant son cercueil, j'ai juré que j'allais combattre cette atteinte à la dignité, cette maltraitance. Mon frère... On a une petite. n'était pas âgé, donc il est né en 68, donc cette souffrance, je l'aurai à vie. Et donc, ma compagne, qui est la raison du fait que je suis toujours là aujourd'hui, elle me procure un amour immense, infini. C'est une dame merveilleuse, une infirmière, qui a vécu de la violence conjugale. Elle était avec un pervers narcissique et j'ai pu l'extraire de ce milieu. Et c'est pour ça que nous sommes heureux, nous avons une petite fille de 10 ans. Et donc, elle m'a dit, David, fais ce que tu dois faire de ta mission et moi je serai là pour te donner manger, à boire et à toi. Donc en réalité, toute ma vie privée, c'est ma petite Elisabeth qui est là, qui gère. Et donc toute cette mission sur le terrain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 2016, ben, je la fais pour l'autre, c'est une main qui se tend pour celui qui est en manque de dignité. Donc je ne gagne rien à titre privé, je roule dans ce véhicule médical, je n'ai pas de véhicule personnel, je suis heureux quand quelqu'un me téléphone et qu'il est en danger, en souffrance, en détresse et que je peux l'aider. Voilà un petit peu la dynamique de ma mission. Et je suis heureux en couple, je suis heureux en amour. Ma fille de 10 ans me donne tout l'amour que j'ai besoin. Et malheureusement, je sais que derrière les téléphones, derrière les maisons, derrière les murs, il y a des personnes en souffrance. Dans les terrains vagues, il y a des sans-abri, puisque je me suis occupé quand même des sans-abri pendant 2 ans, à partir de 2016. Donc tout ce qui est personne en manque de dignité, tu l'as lu tantôt, ce serment d'Hippocrate, j'essaie de le suivre vraiment à 100%, mais pas au niveau d'un papier, mais au niveau de mon cœur, quoi. Et donc, je ne veux jamais que celui qui soit en face de moi soit en souffrance, parce que je l'ai été. Parce que quand mon père me tapait et que je criais que j'avais mal, il n'y a personne qui m'entendait, il n'y a personne qui m'a aidé, à part ma grand-mère. Et donc, toutes ces personnes qui sont en souffrance, en détresse,
qui appellent au secours. Ils sont au bout de leur téléphone et il n'y a pas d'aide. Avant, ils avaient leur généraliste qui a dit non. Et donc, c'est dramatique, ces personnes qui sont en souffrance. Et donc, voilà pourquoi je suis là encore aujourd'hui. Voilà pourquoi les audiences pénales vont être méchantes en 2024, parce que le tribunal, vous devez le savoir, quand vous avez un parquet, quand vous avez des magistrats qui sont dans cette complicité politico-judiciaire, et donc alors ça veut dire que des moments où il y a un citoyen, quel qu'il soit, qui va déposer une plainte, que j'appelle moi qu'on appelle une dénonciation calomnieuse, le magistrat utilise cette plainte qui est sans preuve, qui est sans fondement, pour m'atteindre, parce que je suis devenu, depuis 2020, l'homme à abattre dans cette Belgique. Et donc, quand il y a un indice, on peut poursuivre. Quand il y a des suspicions, on peut poursuivre. Sans preuve. Donc, la loi n'existe plus. Je n'ai plus confiance en cette justice aujourd'hui. Et donc, la politique, la justice, la presse et l'ordre des médecins sont les 4 piliers qui devrait défendre le citoyen, qui devrait se battre au nom de la vérité, au nom de la justice. Eh bien non. Voilà pourquoi on n'est pas que dans l'idiotie, on est dans quelque chose de complètement bien huilé. Et voilà, si tu le permets Nicolas, je voudrais quand même avoir une pensée à un autre médecin de Belgique qui s'est battu à mes côtés depuis 2020, qui est le docteur Collignon, Alain Collignon, et qui a plus de 65 ans, je pense, qui est pensionné, donc oui, il doit avoir plus de 65 ans. Il a décidé de se présenter dans un mouvement citoyen, et donc sans participer à cette politique que j'ai faite dans le temps et qui m'a complètement usé et détruit, je le soutiens en tant que mouvement citoyen, parce qu'il a des belles idées, parce qu'il veut cette démocratie que nous avons perdue, il veut lutter contre ce pays totalitaire et il veut de la médecine à chacun. Donc voilà ce que je voulais dire, mais tous les jours devant la glace, je me dis, est-ce que ma conscience est toujours intacte? Est-ce que cette volonté d'aider l'autre est toujours intacte? Je dis oui, oui. Le jour où mon frère m'appellera, j'irai le rejoindre. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'amour de ma femme, c'est l'amour de ma fille, c'est l'amour des patients. J'ai encore eu, ce matin, une lettre de remerciement, parce que j'ai beaucoup de soutien de personnes qui ont été sauvées. Il y en a qui ont oublié ce qu'on a fait pour eux. Mais il y en a qui ne l'ont jamais oublié. D'ailleurs, dans tous les commentaires, je vois Nelly et je vois d'autres qui n'ont pas oublié qu'un jour ils étaient sans logement, qu'un jour ils étaient confrontés à la violence. Et j'ai dû aller les chercher. J'ai dû passer mon dimanche à aller les chercher, à trouver un autre logement ailleurs, et les missions ont été réussies et accomplies. Et c'est ça qui donne mon énergie tous les jours, c'est de dire, tant que j'ai encore cette énergie pour aider l'autre, eh bien, je dis, ma vie est réussie. Et quand je vois des personnes comme Nicolas ce soir, parce que je sais que Nicolas a traversé des mauvais moments, parce que je sais que derrière son sourire d'aujourd'hui, il y a eu des pleurs hier, et qu'il fallait être entendu, être écouté, être aidé, être secouru, et c'est pas toujours facile. Le plus grand combat, j'allais dire, de nos jours, c'est le combat contre la connerie, et Dieu sait qu'il y a du boulot en la matière. Puis, j'allais dire, le courage aussi de certaines personnes derrière un écran sous pseudo qui balancent des saloperies, comme je continue à recevoir sur Twitter sur l'éducation sexuelle. Je regarde parce que maintenant on m'accuse d'être pédocriminel en luttant contre l'éducation sexuelle. Donc en fait, il faut accepter qu'un gamin, soit éduqué à l'école à la fellation et à la sodomie. Comme ça, on lutte contre les violences sexuelles. Apparemment, c'est un nouveau concept, je ne savais pas. Donc, paraît-il que c'est comme ça qu'on peut dénoncer au sein des foyers les pédocriminels. Je rappelle simplement qu'on a eu un ancien ministre de la Culture pédocriminel notoire qui en faisait même des ouvrages, qui a eu un hommage national, y compris par notre président de la République, ou que même une artiste au Palais de Tokyo, il y a encore quelques mois, exposait une œuvre pédocriminelle qui était très claire, à moins que ceux qui soient aveugles ne l'aient pas vue. Mais en tout cas, le président de la République, lui aussi, encore une fois, saluait cette œuvre artistique.
Donc je pense qu'il faut restituer l'église au milieu du village, c'est-à-dire que la fac de médecine, c'est pas là pour apprendre la non-assistance à personne en danger, comme l'école n'est pas là pour apprendre les cours d'éducation sexuelle. Et j'ai caricaturé exprès en disant les tournages de films X, parce qu'on en approche quand des gens qui n'ont pas la compétence pour apprennent à des élèves qui n'ont pas ça à penser à partir d'un certain âge en tout cas, jusqu'à un certain âge en tout cas, et qui dans la tête on leur met des choses alors qu'ils n'y avaient même pas pensé. Par contre, savoir écrire, compter, quand on voit le niveau et quand on voit le niveau d'illettrisme dès la 6e, je pense que ceux qui font la promotion de ces idéologies propagande néoséabondes devraient se remettre en question. Et donc, à partir de là, on est dans un système où finalement, on a une inversion des valeurs. Cette inversion des valeurs, elle est en train de se terminer. On est en fin de cycle. Et donc maintenant, il faut exposer tous ceux qui ont fait du mal à ce système, qui ont participé comme des collabos, comme des complices. Je cherchais pendant que tu parlais tout à l'heure, non-assistance à personne en danger, parce qu'en droit français, dans le code pénal, il est écrit que c'est une version en vigueur depuis le 6 août 2018. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, et qui s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc déjà, il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça. Et puis, je rappelle que malheureusement, la justice est ce qu'elle est. Comme disait Coluche, il y a 2 types de justice. Il y a l'avocat qui connaît bien le droit et l'avocat qui connaît bien le juge. Donc, on pourra dénoncer tout ce qu'on veut. Malheureusement, que ce soit la pédocriminalité, que ce soit autre chose, il y a aussi la case justice. Et on voit que la justice, selon que vous soyez puissant ou misérable, elle est blanche ou noire. La Fontaine le disait déjà il y a 4 siècles. Donc, c'est pas nouveau. Et donc, malheureusement, on a beau parfois dénoncer, je suis bien placé pour le savoir parce que le harcèlement scolaire, je l'ai dénoncé et à l'époque, j'ai été entendu, mais c'était à l'époque il y a 20 ans et c'était à l'époque sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand je vois déjà la haine qu'il peut y avoir en ligne, je me dis heureusement que je n'avais pas les réseaux sociaux, sinon j'aurais été peut-être comme toi, David, je serais peut-être plus là pour en parler aujourd'hui. Et donc, j'ai une pensée émue pour justement ton frère, et je t'adresse mes condoléances, ainsi que pour tous ceux qui dans le public témoignent des disparitions de leurs proches, parce qu'en réalité, il n'y a pas pire que de perdre un proche. Voilà. Et à titre personnel, j'ai appris il y a 2 jours qu'une de mes anciennes collègues était décédée d'un arrêt cardiaque. Donc, elle avait 52 ans et je pense à sa fille ce soir et à son mari, avec qui j'ai travaillé avec cette personne pendant 7 ans. Donc, forcément, apprendre ça un soir de Pâques, ça fait mal, quoi. Donc, voilà. Moi, j'allais dire à tous les trolls qui n'ont que la haine à la bouche, de toute façon, moi, j'ai un mot d'ordre, c'est de les bloquer. Ces gens-là ne servent à rien, ils ne sont rien. Et dans la rue, ils ne feraient même pas la moitié du courage, entre guillemets, qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Donc, je les ignore, comme disait Audiard, j'ignore les cons, ça les instruit. Et Dieu sait qu'il y en a des cons, donc on va les instruire une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc ça, c'était le petit coup de gueule. En attendant, David, je sais que tu as participé à des initiatives, notamment un CD, un livre autobiographique. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc Nicolas, ça c'est quand même important. Je ne reviens plus sur le pénal parce que tu viens de le dire. Donc en Belgique c'est l'article 458, mais 458 on dénonce au procureur du roi et après c'est la justice qui met des freins à ce que tu dénonces. Donc on est dans un monde de fous. Et donc cette fondation, vous devez savoir qu'elle est privée, qu'il n'y a aucune aide. Forcément, je suis l'homme à abattre, je suis l'homme qui dérange. Donc, nous n'avons aucune aide publique, ni politique, ni locale. Nous n'avons pas de subsides. Nous fonctionnons qu'avec les dons. Alors, évidemment, plutôt que de pleurer du matin au soir pour des dons, non, on essaye d'être constructif, d'être créatif. Et donc, il y a un CD donc les CD vont arriver fin de semaine, ça c'est un des premiers, mais on a 3 chansons, qui est une chanson que j'avais composée en 2016, il y a une deuxième qu'un patient a composée sur Lagardère, plutôt entraînant, et puis il y a mon ami Francis Lalanne qui a composé la 3e, donc j'ai été à Paris plusieurs fois le rencontrer. Vous vous rendez compte des kilomètres qu'il a fallu pour cette chanson, mais il m'a fait une chanson merveilleuse, donc je suis médecin, donc je prescris.
Et ce CD sera en vente via le site internet pour apporter donc de l'argent à cette fondation. Alors, des moments où on est privé, qu'on n'a pas d'aide du tout unique, sauf par les dons, à quoi servent les dons? Les dons servent exclusivement à pouvoir aider les personnes qui auraient besoin de frais de justice. Parce que les avocats, ce n'est pas gratuit. Ce sont des avocats, je travaille avec une équipe d'avocats qui est quand même pénaliste, et donc ça coûte très cher l'heure, mais ils sont nécessaires à notre cause, parce qu'il faut renverser les valeurs de cette société, puisque, on l'a dit, toutes les missions, même en justice, on nous accuse alors qu'on devrait nous défendre, et alors idem. Et donc, ces CD, ces dons, ce livre autobiographique qui va sortir avant les vacances, c'est tout pour apporter de l'argent, pour des frais de justice, pour de l'aide médicale, parce que nous avons des sans-abri, je pense à Véronique et Hussein de Charleroi, qui n'avaient pas de logement, qui étaient sans-abri, et donc on a dû les aider par de la nourriture, par des vêtements et des médicaments. Et donc, chaque argent versé est distribué pour aider la personne âgée. Ça, c'est quand même important. Et le livre autobiographique, Nicolas, si tu as le temps, 2 petites secondes, je voudrais quand même expliquer aux personnes qui nous regardent qu'il y a maintenant 6 mois, un monsieur donc de 84 ans m'appelle de Liège, donc à 150 km de notre centre, de mon domicile. Au secours, docteur, j'ai besoin d'aide, je suis tout seul, mon médecin traitant ne vient pas. SOS, René est en détresse. Et donc j'ai été jusque Liège pour l'aider, pour lui faire sa prise de sang, pour le soigner. Et donc il a été opéré aujourd'hui d'un canal carpien. Est-ce que vous vous rendez compte que ce monsieur de 84 ans, qui est poète, qui est romancier, il a chaque canal carpien sévère à un stade final. Il avait ses nerfs complètement comprimés. Le médecin traitant, pas d'examen, pas d'opération. Ce monsieur est en souffrance maximale. Il est poète et il ne sait plus écrire. Et donc, pour lui remonter le moral, parce que le moral était important dans sa fin de vie, nous allons écrire notre autobiographie à tous les deux. Donc nous allons faire un livre divisé par 2. Lui en tant que poète, lui en tant que tout ce qu'il a fait pendant sa vie, et sa souffrance qui l'a amené à me rencontrer. Et moi, je vais emboîter le pas sur l'explication que je vous ai dite aujourd'hui sur ma propre souffrance, ma propre maltraitance, et sur cette prise en charge de la personne âgée, mais qui est une prise en charge de toute personne en privation de soins, de toute personne en privation de dignité. Et donc ce livre va être émouvant, mais il va être important à lire, parce que celui qui lira ce livre, il devra se mettre à la place un jour de cette privation qui peut l'atteindre. Parce que le malheur n'arrive pas toujours qu'aux autres, le drame n'arrive pas toujours qu'aux autres. La fille qu'on enlève n'est pas toujours le voisin d'en face. Le petit Émile en est le plus bel exemple. Un jour, ça peut être votre enfant qui risque ça peut être votre enfant qui est mal soigné. À Mons, il y a eu un procès ici dans la région où un enfant a été remballé, a été renvoyé des urgences, soi-disant pour une grippe, et c'était une septicémie, et il est décédé. Donc, votre enfant peut avoir un problème à n'importe quel moment. Et c'est ça que vous devez comprendre. Arrêtez. Je ne parle pas de ceux qui nous suivent, mais je parle de ceux qui ont encore cet esprit de dire la société va bien, les soins sont bons. Il faut que ce déni cesse. Il faut que l'information, vous devez aller la chercher. C'est pas normal que quelqu'un qui est malade, il faut attendre des jours pour être pris en charge, ou il faut attendre maintenant des mois, si pas une année, pour aller voir un ophtalmologue, pour aller voir un dermatologue, pour avoir un spécialiste. Il faut des mois et des mois, mais sur des mois, un cancer a pris son expansion, il y a des métastases, et on ne meurt pas parce qu'on a un cancer, on meurt parce qu'on ne l'a pas pris à temps. On ne meurt pas parce qu'on a la Covid, on meurt parce qu'on n'a pas soigné les complications. C'est ça le problème. C'est ce déni de la vérité, de la justice et de la santé qui doit être levé. Donc ouvrez les yeux et parlez.
parler. Il ne faut pas laisser toujours les mêmes se battre pour les autres. On a besoin de toute la société qui se remette en question. Chacun doit avoir sa conscience qui doit être réactivée. On vous a endormi, on vous a chloroformé. On vous promet maintenant, ça va être des élections, on vous promet que maintenant chaque parti va vous donner la meilleure qualité de vie. Mais c'est faux! C'est faux! Cette crise vous a privé de droits, de liberté, de parole. Les médecins ont été dans la privation de soigner. Mais rendez-vous compte que la médecine vous a empêché de vous soigner. Alors que la médecine a tout pour guérir. On a tout pour diagnostiquer. On peut maintenant diagnostiquer beaucoup de choses très vite. Et la clinique maintenant est absente. Vous vous rendez compte que c'est le patient lui-même maintenant, donc durant cette crise, c'est le patient âgé, c'est la famille qui avait l'oxymètre, qui prenait l'oxygène de ses parents. Maintenant, le patient prend presque sa tension lui-même, sa température lui-même, son oxygène lui-même. Mais bientôt, il va faire l'ordonnance lui-même, bientôt. Mais non, ouvrez les yeux. La médecine doit revenir. Alors, quelque chose que je vous ai dit, parce que ça, c'était un coup de gueule. On a fait beaucoup de bruit auprès des médecins généralistes pour ne plus aller voir leurs patients. Et les infirmières, et les kinés, et les ambulanciers, ils n'ont jamais abandonné leurs patients. Alors quoi, le Covid, ils foncent chez le médecin et pas chez l'infirmière? Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Donc, je dis bravo et respect à tous ces soignants qui ont continué à exercer leur métier auprès de leurs patients âgés, qu'on soit en 2020, 2021, 2022, et qui ne touchent pas les 20 € par téléphone. Alors voilà, on achète la médecine. Les firmes pharmaceutiques sont derrière. On gaspille en Belgique plus de 500 tonnes de médicaments périmés et non périmés. Et maintenant, nous sommes en pénurie. J'avais dénoncé ça en 2017. Et maintenant, nous sommes en pénurie de médicaments. Il y a des personnes qui se battent pour avoir des traitements pour le diabète. Il y a des médicaments, il y a des personnes qui se battent pour avoir des traitements contre le cancer. Ou des traitements qui coûtent trop cher. Ouvrez les yeux. Parce qu'un jour, ça peut frapper à votre porte. Voilà. Ben merci David pour ce coup de gueule. Ça fait plaisir à entendre aussi parce que j'allais dire... qu'un médecin qui connaît son métier, qui a son diplôme, j'allais dire, puisse au moins s'exprimer. Certains le disaient en commentaire d'ailleurs qu'ils t'avaient remarqué dans Hold Up, notamment avec sur le plateau de Hold Up aussi. Donc je salue Pierre Barnarias et tous les autres. J'aimerais aussi avoir une pensée pour Olivier Soulier qui nous a quittés il y a bientôt 1 an. J'essaierai de faire une émission hommage à sa mémoire parce que c'était un médecin homéopathe qui parlait notamment de l'eczéma, qui parlait de beaucoup de choses, qui a été traîné aussi dans la boue, comme le professeur Montagnier d'ailleurs à sa disparition. On est dans un monde qui vénère les pourritures et qui détruit les honnêtes gens. Et tant que ce monde-là existera, on n'avancera pas. Je pense que c'est aussi aux gens de se bouger le cul, pour être poli, de se sortir les doigts à un moment, de se dire c'est fini, c'est trop tard, on peut rien faire. Ben, si vous voulez rien faire, restez chez vous. J'allais dire, restez dans votre coin, mais n'empêchez pas les autres d'agir. Voilà, c'est surtout ça. N'empêchez pas les autres de vouloir se bouger et de vouloir, exister à travers les combats. C'est-à-dire que les combats font vivre, les projets font vivre. Si on ne se bat pas, on meurt. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de mourir, je suis pas suicidaire. David, c'est pareil pour toi. Voilà, donc on peut dire que tout le monde est pourri, que on est dans la merde, etc. Je suis un râleur professionnel, les gens le savent. Je parle beaucoup, je le sais. Mais tant que j'aurai le pouvoir de parler et la possibilité de le faire, je le ferai envers et contre tous, et surtout contre ceux qui veulent me faire taire. Je pense que tu es pareil, David. Et c'est pas parce que on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, comme dirait l'autre. Par contre, ceux qui n'ont rien à dire, à part dire des choses haineuses, diffamatoires et calomnieuses, passez votre chemin, vous n'êtes pas les bienvenus parce que ça sert à rien, quoi. Quand on n'a pas envie de quelque chose, on zappe, on passe à autre chose. Si on a du temps à perdre, personnellement, moi j'en ai pas, et toi non plus, David. Toi, le seul temps entre guillemets que tu as à perdre, c'est pour tes patients, pour ceux qui ont vraiment besoin. Et je pense que c'est ça la priorité, c'est vraiment de s'occuper des gens qui en ont vraiment besoin.
Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au mieux en donnant la parole, par exemple, à toi, en donnant la parole à des gens qui ont besoin de témoigner, qui ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. C'est pour ça que dans ces émissions, je ne reçois pas que des personnalités, que des gens connus. J'alterne aussi avec des anonymes en fonction des agendas de chacun, parce que c'est important aussi que j'ai le sentiment, et je le vois tous les jours, les gens ont besoin de parler, ont besoin d'être entendus. Les messages que je reçois, par exemple, me disent, voilà, j'ai telle histoire à vous raconter. Le nombre de gens qui veulent écrire un livre, il y en a toutes les semaines. Et malheureusement, tout le monde ne lit pas. Beaucoup de gens ne lisent plus. Donc, les émissions sont un moyen aussi de se faire entendre, et on est en direct. Donc, les gens peuvent réagir, peuvent aussi dire, ah bah tiens, ça a fait écho à ma propre vie. Et toi et moi, David, on va pas se mentir, on est amis maintenant, donc on n'est pas très impartiaux, c'est normal. Voilà, on est en conflit d'intérêts amical, si je puis dire, mais par contre, on sait très bien d'où l'on vient et pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'il a fallu traverser des marées, des vents, des tempêtes, et cela continue, mais on a toujours le cap. On est toujours droit dans nos bottes, et j'allais dire, on a fait de mal à personne. On n'a rien volé. Par contre, on ne se laissera pas voler dans les plumes, si je puis dire. Donc, à ton humble niveau, David, toi, tu essayes de faire au mieux pour aider tes patients, j'allais dire en survivant, financièrement en tout cas. J'allais dire au moins, c'est la générosité du cœur qui te permet d'avancer. Les messages de tes patients, des auditeurs. Donc, chers auditeurs, vous avez les liens, notamment dans la description des réseaux de David. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Je voudrais rajouter quelque chose. Et je voudrais un plaisir. C'est que quand à l'occasion, une émission avec une personne âgée, comme par exemple mon ami René, je voudrais tant que ces personnes puissent s'exprimer et de raconter un petit peu leur souffrance. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle à la place des autres et qu'on est loin de la vérité ou de la réalité. Ce serait bien un jour de pouvoir entendre cette personne dans quel état elle était au moment où elle a pris son téléphone pour avoir de l'aide. Parce que ce sont les réseaux sociaux qui l'ont aidé. Et donc je rappelle que je ne suis pas le sauveur de l'humanité comme comme les méchants de langue ont l'air de dire. Je fais mon travail, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait également et qui le font également. Mais il y a juste un petit problème, c'est que vous pouvez être le meilleur médecin du monde. Si votre téléphone n'est pas public, si votre téléphone n'est pas visible, ben, on ne sait pas vous joindre. Donc voilà ce qui m'a coûté cette suspension à l'ordre, c'est que si tu ne vas pas à la Gardère va à toi. Ira à toi. Donc ça veut dire que il faut quand même un tam-tam qui dise si vous êtes dans la difficulté, dans la souffrance, mais il y a un moyen à Mons, c'était notre association Lagardère. Mais bien sûr qu'il y a Covid Soins, il y avait Réinfo Covid. Mais oui qu'il y avait d'autres associations, mais chacun fait pour que l'ensemble de l'aide puisse prendre en charge un maximum de patients et un maximum de personnes en détresse. Voilà la mission. On n'est pas des égaux, on n'est pas des personnes qui ne veulent briller. Je ne suis pas une étoile, je suis simplement quelqu'un qui essaye de respecter ma conscience. Ma conscience, et en étant médecin, le serment d'Hippocrate également. Rien de plus, rien de moins. Parce que ce qui est arrivé à mon frère, je ne veux pas que ça arrive à tout citoyen d'apprendre par téléphone que son frère s'est suicidé, ou que son enfant a été enlevé, ou que son enfant a été violé, ou qu'un pédophile a fait son œuvre. Non, non, c'est ça qu'il faut se battre, parce que, je vous dis, ça peut vous arriver un jour. Et vous penserez à cette émission aussi, vous penserez peut-être à toutes les émissions que Nicolas a faites. Si on fait des émissions, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Voilà. Bien sûr. Ben écoute, merci David. Je remercie tous ceux qui ont été là ce soir. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est à nouveau que je ferai une émission spéciale pour les personnels toujours suspendus, encore suspendus le 11 avril prochain, ne serait-ce que par devoir de mémoire pour ne pas les oublier, pour comprendre pourquoi ils n'ont pas été réintégrés surtout, parce qu'encore une fois, entre les conseils disciplinaires, les rappels à l'ordre des médecins, etc. Donc il y a une forme, enfin c'est pas qu'il y a une forme, il y a un acharnement
politico-sanitaire dans cette histoire. Et j'allais dire, là, c'est commun à tous les pays concernés. Je rappelle qu'en France, on a été le dernier pays à réintégrer une partie donc des Français. C'est-à-dire qu'on a été parmi les premiers à vouloir mettre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Moi, à titre personnel, j'ai été réintégré dans mon ancienne entreprise le 19 mars, après avoir été suspendu en quelque sorte le 28 janvier. Donc, ça a été sur une période assez courte, contrairement à d'autres soignants, etc. Donc, j'allais dire, mon expérience est moins douloureuse, mais je me suis senti comme quelqu'un qui était dans un vide juridique, dans un vide tout court, comme si on était vraiment les inutiles de Harari, quoi. C'est-à-dire les inutiles qui sont trop nombreux sur Terre et qu'il faut réduire à néant, ou alors on leur donne des médocs et puis des jeux vidéo, du divertissement, du boom boom, comme ça les occupe, parce que le but c'est de les abrutir parce qu'ils servent à rien. Il faut savoir que sur cette planète, il y a une poignée de gens qui ne servent à rien non plus, mais qui a le pouvoir et l'argent, et souvent les deux, et les influences, et qui considèrent qu'il y a 80% de l'humanité qui n'est strictement pas utile et qu'il faut exterminer. C'est un peu dans ces termes-là qu'ils en parlent, et donc il faut bien comprendre que tant que cette guerre-là aura lieu, eh bien, nous serons en danger. Donc aujourd'hui, comme disait Claire Sévrac, c'est la guerre secrète contre les peuples, à une différence près, c'est qu'elle n'est plus secrète. Donc aujourd'hui, il faut se défendre. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, David, s'il te plaît. Mais le mot de la fin, c'est que je voudrais te remercier. Donc, comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai le plus profond respect pour toi. Tu pourrais être mon fils. Et je serais fier de t'avoir comme fils parce que ce que tu fais est magnifique. Rare et magnifique. Tu as tout mon respect. J'ai vu de manière rapide toutes les personnes qui se sont manifestées. J'ai vu Brigitte, j'ai vu Nelly, toutes les personnes qui ont été prises en charge. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes que j'ai rencontrées, pas en tant que médecin traitant, pas en tant que médecin de famille, en tant que médecin d'association qui a tendu la main, et vous êtes tous d'une reconnaissance exemplaire, et ça me donne vraiment l'énergie parce que la reconnaissance, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur, ça donne envie de continuer à se battre parce que c'est un marathon. Ça a commencé en 2016, je l'ai dit, on est en 2024, ça fait 8 longues années que je me bats jour et nuit pour vous, et vous me le rendez, et Nicolas me le rend aujourd'hui. Donc je dis merci, bravo, on continue, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre compte qu'il n'y a plus rien qui va, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, que ce soit en Belgique ou en France, que ce soit en médecine ou dans d'autres domaines. Les logements, ce n'est pas normal qu'une personne âgée ait une retraite de 800 € et qu'un chef de parti puisse en toucher plus de 20 à 30 000 € par mois, plus tous les avantages. Ce n'est pas normal, le train de vie a augmenté et on est toujours avec des retraites aussi rasmotes. On a dépensé des milliards et des milliards dans cette crise sanitaire, alors qu'il suffisait simplement d'apporter du cœur à un système immunitaire qui était défaillant, ou avoir un traitement adéquat devant une simple infection, pneumonie. Mon ami Edmond est décédé d'une pneumonie alors que c'est un ancien combattant. Il a fait la guerre d'Algérie, il a survécu à cette grande guerre, et il est décédé d'une pneumonie abandonné par la médecine. Donc voilà, la guerre, elle peut être évidente, comme vous voyez dans les pays étrangers, mais elle peut être secrète. Comment se fait-il qu'un SDF, qu'une personne âgée, doive faire la guerre à la dignité, à la souffrance? Comment est-ce possible qu'on ne puisse pas aider l'autre dans un pays qui a tous les moyens pour le faire? Donc voilà, merci à toutes. Merci à tous, et on n'abandonne rien, on ne lâche rien, on va combattre la dignité dans toute sa grandeur. Et donc paix, bienveillance, dignité, santé, amour, bonheur. Merci à toi, David. Merci à tous Nicolas. Qui ont été là ce soir. Demain, je vous donne rendez-vous pour une table ronde particulière à 19 h pour
parler de l'affaire Myriam Sacri, cette policière qui est décédée le 24 septembre 2011. Donc, on aura notamment Ronald Guillaumont de Profession Gendarme. Je serai avec ma co-animatrice Stéphanie Reynaud de Tribune Libre. Nous aurons un membre de la famille de Myriam Sacri et une amie de la famille qui est juriste. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour cette table ronde spéciale. Merci à toi, David, et très bonne soirée à vous. Je vous embrasse tous. Au revoir.